Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Un cadeau piégé, un simple cadeau d'un bonbon, un seul bonbon, est resté dans mon utérus et qui tuait mes enfants. Cette histoire s'est passée en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central, précisément à Matadi, dans le quartier d'Amar. Pourquoi je précise? Parce qu'il y a d'autres personnes qui m'écrivent dans les commentaires, Maman Buzz, toi, tu racontes trop de détails, du coup, tu fais que l'histoire soit longue. Le but de mes vidéos, c'est de vous raconter les histoires avec beaucoup de détails. Parce que le détail, là, ça va vous permettre de vous examiner, de comprendre. Il y a des faits et gestes à ne pas négliger. Cette histoire m'a encore renforcé à vous raconter des histoires avec beaucoup de détails. Alors, ceux-là qui ne veulent pas de mes détails, si vous commencez mes vidéos, faites passer la vidéo, allez directement à la conclusion. J'aimerais rester avec ceux-là qui écoutent mes histoires en détail, du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien qui n'est pas important dans toutes mes histoires. Toutes les parties de mes histoires sont importantes. Il y a des cadeaux que vous recevez, vous allez voir, un petit cadeau, un parfum, un caleçon, des cadeaux là, des petits cadeaux là, insignifiants. Il y en a d'autres cadeaux qui sont travaillés par le monde des ténèbres. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Arline, son nom c'est Arline. Elle m'a dit, Maman Buzz, donne mon nom. Parce que je suis le témoignage vivant de la grâce de Dieu. Donne mon nom. Mon nom c'est Arline. J'habitais au Congo central, dans le quartier d'Amar. C'est là où j'habitais. Alors je suis née d'une famille de 4 enfants. Je suis en tout cas le né de ma famille. Je suis née à Kinshasa. Mon père travaillait, à l'époque, on appelait ça OZAC, devenu aujourd'hui OCC. Alors, à l'époque, son père avait reçu une invitation. Ils ont quitté le Kinshasa pour venir dans le Congo central, précisément dans la ville de Matadi. Arrivés là-bas, ils se sont directement installés dans ces quartiers-là qu'on appelle Damar. Arline, à l'époque, elle n'avait que 12 ans quand ils sont venus s'installer à Matadi dans le quartier d'Amar. 12 ans seulement. Sa mère, elle était vendeuse dans le marché là qu'on appelle Damar. Le quartier s'appelle Damar et le marché également s'appelle Damar. Et ceux-là qui habitent Congo central, précisément dans la ville de Matadi, savent de quoi je parle. Damar, c'est un quartier, c'est un marché. Sa maman aussi vendait dans ces marchés-là. Son père partait au travail au ZAC, aujourd'hui devenu OCC. La vie était bien. Et il s'est fait que quand il a totalisé 17 ans, son père avait obtenu une promotion. Et suite à cette promotion-là, on l'avait empoisonné parce qu'elle me dit, Maman, je me souviens, mon père était sorti un matin, il est parti au travail. Et dans son travail, à partir de son travail, c'est les bureaux qui avaient appelé ma mère pour annoncer que mon père était décédé. Il avait fait une crise et à partir de cette crise-là, ils sont partis à l'hôpital, il n'est plus rentré, il n'a plus parlé, on n'a jamais compris qu'est-ce qui s'est réellement passé avec la mort de notre papa. C'était un poison. Alors, on avait un très bon ami de notre papa. Quand notre père était décédé, l'ami de notre papa là, pendant les deuils, avait pris l'engagement
Nous sommes le nombre de 4, 2 filles, 2 garçons. Moi, je suis l'aînée. À l'époque, j'avais 17 ans. Alors, pendant les deuils, tellement que nous étions venus de Kinshasa, on n'avait pas de famille, en tout cas dans le Congo central. À Matadi, là-bas, on n'avait pas de famille. Alors, on devait normalement rentrer avec le corps à Kinshasa. L'ami de notre papa a supplié ma mère. Elle a dit, votre mari était mon meilleur ami. Bien qu'on s'est sainement connu ici au travail, mais il restait mon meilleur ami. J'ai beaucoup de souvenirs avec lui. Alors, si vous n'avez pas où rester à Kinshasa, ici, à Matadi, j'ai beaucoup de maisons. Si tu ne sais pas prendre soin de tous les enfants à Kinshasa, va, enterre ton mari. Et si tu peux, reviens. Ça, c'est la province. Tu pourras garder tes enfants dans la même école. Moi, je vais continuer à payer les études. Et je vais rester avec toi, avec les enfants. C'est sans rancune parce que l'ami de son père là était aussi marié avec ses enfants. Il travaillait dans la même société que mon père, mais je ne sais pas s'ils avaient la même promotion ou pas. Mais apparemment, l'ami de notre papa là avait vraiment, il avait un peu de moyens. Et ma mère, elle était rentrée à Kinshasa. On avait seulement une seule maison. Malheureusement, la famille de notre papa avait tout pris. Donc, la seule maison là que ma mère tenait, c'est cette maison-là que la famille de notre papa avait préféré prendre pour nous laisser dehors. Et ma mère n'avait plus le choix. Elle ne devait que nous prendre 4 et puis rentrer dans le Congo central pour que, tellement que l'ami de notre papa avait promis à ma mère qu'il prendra soin de nous, ma mère était obligée de rentrer. Et effectivement, quand nous sommes rentrés, nous ne sommes plus restés à Damar. Nous sommes partis rester en Voadou. Voadou, c'est un quartier où il est resté et le papa là les a donné une de sa maison pour rester. Donc, il ne payait pas les loyers et la mère a commencé à vendre dans le marché Mikono. Donc, en Voadou, là, les quartiers, il habitait dans le marché Mikono parce que là, sa mère était déjà... Elle était déjà commerçante, donc elle s'était déjà habituée à faire le commerce, malgré que l'ami de notre papa avait pris l'engagement de s'occuper de nous. Mais ma mère aussi voulait, elle a préféré continuer et tout. Tellement que j'étais trop stressée, je suis arrivée en terminale. Malheureusement, cette année-là, mon père quand il est décédé à 17 ans, cette année-là, j'avais échoué. Je suis encore partie pour l'année prochaine, quand je suis partie en année terminale pour faire le bac. Malheureusement, j'avais aussi raté mon bac. Donc, j'avais 19 ans, 20 ans en année terminale. L'ami de mon père, il n'était pas mauvais. L'ami de mon père était un bon papa. Il pouvait venir nous rendre visite. Pas tout seul, avec sa femme, avec ses enfants. Il apportait beaucoup de choses. On ne manquait de rien. Ma mère disait toujours que ses filles un ange. Ses filles un ange. Et elle ne pouvait pas comprendre comment est-ce qu'une personne qui a une belle âme comme ça, il pouvait prendre soin, on pouvait lui demander l'argent. Il ajoutait même les fonds de commerce de notre maman. C'était vraiment un papa bien. On n'avait aucun problème. Alors, elle se souvient, à 20 ans là, elle étudiait au lycée Vuvukieto. Ceux-là qui ont été dans les Bakoro connaissent le lycée Vuvukieto. Son nom c'est Arline. Elle m'a dit, cite les noms, tag là où je te donne toutes les places là, il faut taguer. L'ami de mon père n'est jamais venu me rendre ou venir me récupérer à l'école. Il donnait toujours l'argent des transports. Des fois, on rentrait même à pied. Parce que l'école est tellement loin de la maison. Moi, personnellement, je m'étais dit que il ne fait pas partie de ma famille. Le fait qu'il accepte de prendre soin de nous, je ne vais pas lui donner beaucoup lui encorver, donner beaucoup de charges. Donc, on pouvait avoir l'argent des transports, ça va. Mais s'il n'avait pas aussi l'argent des transports, je partais toujours à l'école à pied. Mon souci était de prendre mon diplôme d'État et de commencer à travailler. Il n'est jamais venu me prendre à l'école. Ces jours-là, curieusement, à 12 heures,
L'école a fini. J'étais en année terminale. L'ami de notre papa était là, devant mon école, pour me prendre. Et puis dans la voiture, l'ami de mon père a ouvert la poche là, qu'on a souvent l'habitude de garder nos documents et tout. Il a pris un bonbon. C'était un tout petit bonbon comme ça. C'était comme si, parce que ce jour-là, il avait plu, il faisait un peu... Les climats étaient vraiment frais. Était vraiment frais parce que dans le Congo central, là, il ne pleut pas beaucoup parce qu'il fait très chaud. Le papa a pris les bonbons, il a dit, ah, Arline, prends les bonbons, mange, mange. Lui, il a pris un, il m'a donné un. Ce n'était pas deux, ce n'était pas trois, ce n'était pas gros. C'était un tout petit bonbon comme ça, là. C'est comme si un bonbon de la toux, voilà. Ça ressemblait à ce genre de bonbons-là, de la toux. Et puis, il a insisté. Ah, j'avais confiance en lui. J'ai pris les bonbons là, j'ai mangé. On parlait dans la voiture et tout. Et puis il est parti, il m'a déposé. Ma mère était curieuse. Quand je lui ai raconté l'histoire, ah, tu sais, l'ami de papa était venu. Ah, est-ce qu'il est déjà venu? Ça avait vraiment traumatisé ma mère et tout. Mais bon, on avait confiance en lui. Ça faisait déjà presque 2 ans depuis qu'il prenait soin de ma mère, de mes frères, de toute la famille. On n'avait pas de problème avec lui. Et c'était fini. 2 semaines après seulement, j'ai aimé mon premier homme. J'ai aimé mon premier homme. Depuis tous ces temps-là, je n'avais pas de petites amies ou j'avais des petites amies, mais ce n'était pas sérieux pour arriver dans l'étape de faire, de passer une relation sexuelle. Non. J'avais des petites amies, on pouvait faire des blagues, mais pas aller jusque là. 2 semaines après, je me suis rencontrée avec mon premier petit ami que j'appelle le vrai. Le même jour que je me suis rencontrée avec lui, c'était après l'école. Lui, il était étudiant, je précise, à l'IEC. Moi, j'étais au lycée Vuvukito. Je me suis rencontrée avec lui le même jour. En parlant avec lui, il m'a proposé de partir chez lui. On est parti chez lui. Le même jour, il m'a défloré. Et j'ai trouvé ça normal parce que je me disais que j'aimais cet homme. Et c'était comment? Moi, je sortais à 12 heures. Mais après le cours, s'il n'était pas disponible, je partais chez lui. Ou je partais aussi l'attendre dans son institut là-bas. Nous sommes sortis avec lui 3 mois seulement. Le garçon là est tombé malade. 3 mois. Il est tombé malade. Il a fait 3 jours à l'hôpital. Ce garçon-là est décédé. Alors, tellement que ma mère ne connaissait pas ces garçons, chez eux, ils ne me connaissaient pas parce qu'il habitait déjà chez lui. J'avais passé mon deuil, mais je n'avais pas... Et me dit, maman, je n'avais pas... Tellement que j'avais déjà perdu mon père. La douleur là de perdre quelqu'un encore dans ma vie, je n'avais plus cette capacité-là de garder la douleur trop longtemps. Pour moi, c'était normal parce que la personne qui pouvait me faire trop mal, le départ de mon père était trop mal pour moi. Donc, j'ai vu avec lui, il m'a défloré, il est décédé, c'est parti. C'était arrivé pendant la période des examens. Je passais mon examen. Et pendant où j'attendais là, je me suis rencontrée avec un autre homme. Cet homme-là était un homme marié. On a commencé à sortir avec cet homme marié-là. 3 mois après, non seulement j'avais échoué, j'avais encore raté mon bac, le monsieur-là, il a connu un accident. C'était un monsieur marié, un papa de 3 enfants. Il a connu un accident. Il est décédé. J'ai trouvé ça encore une fois de plus normal. Et tellement que j'avais raté les bacs pour une seconde fois, l'ami de mon père s'est décidé. Il m'a dit, ok, comme tu as raté les bacs 2 fois ici dans le Congo central, l'année prochaine, tu vas aller étudier à Kinshasa, dans la capitale. Alors,
Il m'a proposé, il a dit, comme ça tu pourras rester dans un home, tellement que, vous connaissez à Kinshasa, à l'Unikin, il y a ce qu'on appelle ISTEM. Il y a aussi ISTEM de l'école secondaire et ISTEM de l'institut supérieur. Mais il y a des homes pour ceux-là qui sont encore à l'école secondaire, parce que là, c'était seulement la pratique. Et quand la fille a raté, tellement qu'elle était en biochimie, la section biochimie dans le Congo central, c'est l'ami de son père là a décidé qu'elle parte là-bas pour qu'elle ne reste pas en famille. Elle est partie là-bas à Kinshasa. Arrivée à Kinshasa, tellement que l'USTEM et l'UNIKIN, c'est un peu proche, elle s'est engagée avec un homme qui était étudiant à l'UNIKIN, à l'année terminale en médecine. Elle est sortie avec ces garçons-là 3 mois après. Ces garçons-là a été découvert avec, on a dit quoi, tumeur de cerveau. Il est décédé 3 mois après. Ça faisait 3 hommes qui étaient décédés dans un espace d'1 année. Tellement, dans le Congo central, personne ne connaissait qu'elle sortait avec le premier homme. Personne ne connaissait qu'elle sortait avec le second homme. Là-bas, tellement à Kinshasa, tellement qu'elle habitait avec les amis dans le home. Ses amis du home connaissaient les garçons avec lesquels elle sortait. Quand l'étudiant là est décédé, les amis avaient vu, on a enterré. Du coup, elle avait mal maintenant. Elle a senti, oh, un homme marié décédé 3 mois. Le monsieur qui l'a défloré décédé 3 mois. Un étudiant d'autrui en médecine en plus est décédé 3 mois. Tumeur de cerveau, des histoires comme ça. Et elle s'est posé beaucoup de questions, mais elle n'avait parlé à personne. Et par la grâce de Dieu, elle s'est dit, elle ne va pas s'engager avec un homme. Cette année-là, elle a dit, elle ne va pas s'engager pour le temps pour elle, en tout cas, de terminer l'année. Par la grâce de Dieu, elle avait obtenu son bac. Et tellement qu'elle était déjà toute seule à Kinshasa là-bas, l'ami de son père lui a posé la question, tu veux l'ISTEM ou tu veux l'UNIKIN? Bon, tellement qu'elle voulait tellement faire la médecine, elle a dit, elle va faire la médecine. Et du coup, elle a quitté l'ISTEM, elle est partie à l'UNIKIN dans la faculté de médecine. Et puis, elle a trouvé une place là-bas où elle a commencé à rester là-bas. Quand elle est arrivée, elle dit, dans la période où elle était partie à l'université, il y avait ce qu'on appelait les blizzards. Les blizzards, c'était vraiment terrible. Dans cette période-là, on devait couper les cheveux. Et elle s'est engagée avec un aîné pour qu'elle soit protégée, ne connaissant pas ce qu'elle avait avant. Et les garçons avec lesquels elle s'était engagée maintenant, les 4e hommes, les garçons-là, ils priaient dans les chapiteaux. Il était l'un des modérateurs de chapiteaux. Ceux-là qui sont passés à l'UNIKIN connaissent ce qu'on appelle chapiteau à Kinshasa. Les garçons-là étaient modérateurs, les garçons-là étaient... En tout cas, ils craignaient Dieu. La fille a commencé à sortir avec ces garçons-là. Les garçons-là ont dit, je t'aime vraiment. Et par la grâce de Dieu, je ne veux pas le sexe avant le mariage. Je ne veux pas le sexe, je vais t'épouser. Parce que le garçon-là était, comment dire, 1 année avant, il était en première année de licence. Première de licence, il ne me restait pas beaucoup d'années. Il travaillait dans une compagnie qu'on vend le crédit là. À l'époque, c'était Zen. C'est là qu'ils connaissent le réseau qu'on appelle Zen. Yes, à l'époque, il travaillait là-bas. Bien qu'il était étudiant, il travaillait, il était parmi... l'un des agents distributeurs de Zen à l'UNIKIN. Donc, il rassemblait vraiment son argent. Lui, il a vu que c'est une étudiante qui n'a que 22 ans, en jeu 1. Il est encore naïf, elle ne connaît pas la valeur qu'elle vient de perdre 3 hommes dans sa vie. Et puis, il s'est engagé avec lui. Il a dit que non, moi, je ne veux pas le sexe avec toi. Pas avant le mariage. Je vais t'épouser. Les garçons, là, fini la licence. Et elle est passée en 2e année de graduat. Et en 3e année de graduat, les garçons là est venu pour chercher à épouser. Quand la fille a annoncé
à l'ami de son père qu'elle voulait se marier. Elle avait un 22 ans, j'ai des 23 ans, j'ai 24 ans. Elle a annoncé, troisième graduation, elle a annoncé à l'ami de son père qu'elle voulait se marier. L'ami de son père s'est opposé. Tu ne peux pas te marier. Moi, j'ai besoin que tu termines d'abord tes études. Tu vas te marier. Après, elle a dit non. Moi, je préfère encore me marier comme ça. Mon mari aussi, c'est un intellectuel. Il va m'aider à finir. Non, il s'est opposé à ça. Et sa maman ne pouvait rien dire parce que l'ami de son père était là. La famille de son père avait tout pris quand son père était décédé. L'ami de son père était là. Et sa maman a commencé à lui, à supplier l'ami de son père. Comme ça, laisse-la même qu'elle puisse terminer le premier cycle, le graduat, même elle termine le premier cycle, arriver même en première licence, elle peut partir parce que je ne veux pas aussi qu'elle se fasse engrosser dans ma maison. L'ami de son père s'est opposé, tellement qu'il s'était opposé, ça avait créé beaucoup de soupçons, même aux amis de son mari, même à son fiancé à l'époque, aux amis de son fiancé, beaucoup de questions. Pourquoi l'ami de son père, même s'il prend soin de toi, non, ce n'est pas son enfant. Jusqu'à ce que l'affaire est arrivée dans la famille de son père. Elle est partie s'expliquer là-bas. Moi, je veux me marier. Oui, c'est l'ami de notre papa qui prend soin de nous. Mais moi, je veux me marier. D'ailleurs, en me mariant, je vais déjà il n'aura plus, comment dire, je ne serai pas sous sa charge à lui. Non, moi, je ne me suis pas fatiguée de prendre soin de toi. C'était vraiment une discussion. Mais le garçon priait à ce que Dieu puisse faire grâce. Il n'avait pas de sexe avec les garçons, je souligne. Et ils se sont mariés. Coutumier, civil, religieux, parce qu'il a fini. Tu n'es pas ton enfant biologique. Oui, tu prends soin d'elle, mais ça ne reste pas ton enfant. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu peux s'opposer jusqu'à... C'est comme ça qu'il avait laissé quand même la fille se marier. Et quand la fille s'est mariée, son mari là n'était pas décédé. Elle a commencé à faire les fausses couches. Les fausses couches. Elle me dit, maman Beuse, dans un espace d'une année, je fais 5 fausses couches. C'est-à-dire que je peux sentir une grossesse venir. Je prends le test, je vois la grossesse. Dès que je prends connaissance que je suis enceinte, le jour suivant, je vais voir la grossesse va partir. Et le second mois, qui va suivre le mois où j'avais fait les fausses couches, je vais me retrouver encore enceinte. Donc, dans un espace d'une année, l'année a 12 mois, j'ai fait 5 fausses couches. Et mon mari a commencé à se poser beaucoup de questions. Moi-même, j'étais étudiante en médecine. J'étais déjà en première année de licence. J'avais beaucoup de connaissances sur la médecine, sur l'utérus de la femme. Je suis passée par les examens. Je n'avais aucun problème avec ma matrice. Je n'avais aucun problème. Mon mari n'avait aucun problème. Je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et mon mari a servi Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu a envoyé cet homme-là dans ma vie, mais mon mari a servi Dieu dans son adolescence, pendant qu'il était étudiant. Il m'a épousée. Il a dit, un jour, après mon 5e fausse couche, mon mari m'a dit, nous devons aller voir le pasteur. Oui, le pasteur avait pris le temps de parler avec nous quand je me suis engagée. Dieu avait dit au pasteur que tu es la femme de ma vie. Mais on doit encore prendre le temps de voir le pasteur parce que nous sommes en train de perdre les enfants. Ce n'est pas normal. On devait déjà avoir un fils. Qu'un enfant soit la grossesse, on ne peut pas continuer à perdre les enfants comme ça. Même pas pour les enfants, mais pour ta santé aussi, ce n'est pas bien. Ils sont partis, ils ont vu le pasteur. Le pasteur les a dit seulement que nous allons prier, parce que le pasteur avait pris le temps de poser certaines questions à Arline. Arline a dit, ah, moi j'ai bien grandi, en tout cas je n'ai pas été un enfant difficile. Elle n'a pas fait mention à tous ces garçons-là qui sont décédés, les 3 garçons-là qui sont décédés dans un espace de 3 mois. Elle n'a pas fait mention à ça. Elle a justement raconté son parcours. Je n'ai pas été un enfant difficile. Mon père, il a raconté l'histoire, mais il n'a pas raconté vraiment son passé. Bon, j'ai été avec 3 hommes, mais il n'a pas dit que tous ces hommes-là étaient décédés.
Voilà pourquoi quand vous partez, quand une histoire devient sérieuse et que vous partez chez un homme de Dieu, ayez le temps de raconter vraiment avec les détails. Voilà pourquoi vous qui me condamnez, non, toi tu racontes des histoires avec beaucoup de détails. Je les raconte avec des détails parce que elle avait oublié ces détails-là, qu'elle avait perdu 3 hommes avant de rencontrer le mari qu'il a épousé. Elle avait déjà perdu, elle était veuve de 3 hommes. Le pasteur a commencé à prier, ils ont déclenché le temps de prière, ils ont fait 1 semaine de jeûne et prière et tout. Et puis le pasteur les a convoqués au bureau. Le pasteur les a posé la question. Il a insisté, hein. Il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Dieu m'a dit que tu as dit toutes choses, mais tu n'as pas dit quelque chose parce que à partir de ça, on va découvrir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ta vie. Elle s'est posé beaucoup de questions. Et puis elle s'est souvenue, elle a dit que non. Le premier homme que je me suis rencontrée avec lui, j'étais vierge. Malheureusement, il était décédé 3 mois après. Et je suis sortie avec un homme marié qui malheureusement également, il était décédé par accident. Et je suis sortie avec un 3e homme ici à Lénékin, mais il avait un tumeur de cerveau. Il a donné elle en donnant des raisons au pasteur, elle justifiait le mort de toutes ces personnes-là qui étaient décédées. Le pasteur lui a regardé. Il a dit, ok, nous allons encore prier cette semaine. Espérons que ça marche. Ils ont encore prié l'autre semaine qui a suivi. Dieu a montré au pasteur que Arline, au-dessus, elle était femme. Mais à partir de son ventre jusqu'en bas, elle était serpent. Elle a vu ça, le pasteur a vu ça dans un rêve. Mais le pasteur n'a pas dit à son mari, n'a pas dit à Arline, de peur de leur séparer. Le pasteur a appelé Arline Singleton parce que le pasteur a appelé son mari et dit que non, j'aimerais qu'aujourd'hui que tu m'envoies Arline et tout, je vais parler avec elle. Quand le pasteur a vu ces rêves-là, dans le bureau du pasteur, le pasteur a dit, ah, je rêvais dans mon sommeil que tu étais femme au-dessus, mais serpent en bas. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, j'aimerais comprendre. Le pasteur lui a posé quelques questions. Tu n'as pas été une prostituée? Le pasteur, je n'ai jamais fait la prostitution. Mon mari, c'est mon 4e homme. Comme je vous ai expliqué, avec mon mari, les jours-là, que j'ai perdu tous mes ex sont décédés. Comme pour dire que je n'ai pas de ex. Je n'ai pas des ex. Parce que tous ces ex sont décédés. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Le pasteur a vu un second rêve elle était redevenue normale, mais qu'elle avait le serpent dans son ventre qui consommait ses enfants. Et c'est ce serpent-là qui injectait le venin dans tous les hommes avec qui elle sortait. Le pasteur a appelé Arline pour la semaine-là qui avait suivi dans son bureau encore. Regarde, cette fois-ci, je t'ai vu bien, mais j'ai vu un serpent dans ton utérus tous ces hommes-là qui sont passés par toi, là, la sémence qui les a tués, c'est toi. C'est ce qui est en toi. Ils ont commencé à prier. Les serpents, j'ai eu ces serpents où j'étais vierge. Elle a pensé que c'est le premier homme avec qui elle était sortie, qui a fait ça. Elle a dit, ah Seigneur, moi j'étais une fille bien. Il priait. Ça fait 3 mois qu'il priait quand le pasteur a vu ça. Elle était tombée enceinte encore pendant ce temps-là qu'ils étaient en train de prier. Elle était encore tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, le pasteur a dit, je ne sais réellement pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais Dieu m'a dit, cet enfant ici, cette fois-ci, tu vas avoir cet enfant. Et cette fois-là même, arrivée à l'hôpital, elle avait une fibrome. Et ce qui fait qu'on devait opérer la fibrome et qu'on devait enlever l'enfant et on devait couper une trompe. Donc, elle va rester qu'avec une seule trompe.
Cette fois-là, elle a pleuré elle-même. Ce n'était plus le pasteur. Le pasteur voyait tout ça là. Il priait avec le pasteur. Quand elle est tombée enceinte et que le docteur lui a dit que cette fois-là, c'était plus grave que l'autre, elle a dit cette fois-ci, je vais comprendre qu'est-ce qui se passe. Elle était dans la 2e année de licence en médecine. Elle dit, Maman Buzz, ces jours-là, j'ai prié comme je n'ai jamais prié. J'ai prié. Même quand on priait avec le pasteur, je ne priais pas comme ça. J'ai prié parce que j'avais compris la gravité maintenant de mon problème. J'ai prié. J'ai prié, j'ai pleuré à Dieu. Je lui dis, Seigneur, non seulement je ne vais pas perdre mon enfant, mais je ne vais pas aussi être opérée. Je ne vais pas être opérée. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je suis innocente. Tellement qu'elle avait beaucoup pleuré. Elle priait, elle pleurait. Ce qui fait qu'elle s'est endormie pendant qu'il était en train de prier. Et dans son sommeil, elle a vu, voyez la scène là, où le jour où l'ami de son père était venu la prendre à l'école, les bonbons là qu'il avait remis pour manger. C'était en fait une connexion que ce papa-là avait créée. La sémence là qu'elle portait en elle, qui tuait les hommes, pour ces papas-là. Les papas-là. Donc, elle a vu la même scène, qui le papa-là lui remettait les bonbons. Elle mangeait. Quand elle mangeait, ce qu'elle mangeait là, c'était ça le serpent. Les bonbons là qui étaient transformés en serpent dans son ventre. Parce qu'elle connaissait les problèmes, elle ne connaissait pas la source du problème. Comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, il y avait le serpent dans son ventre, mais d'où étaient venus ces serpents? C'était venu de par le cadeau de ces petits bonbons-là, de ces papas-là, qui se disaient être un bon samaritain pour les aider pendant toutes ces périodes. Elle s'est réveillée. Elle a réveillé son mari. Voilà pourquoi le papa là s'était opposé pour qu'elle ne puisse pas se marier à ces messieurs-là. Comme c'était les mariages nous épargnent de beaucoup de choses. Comme le monsieur était entré par la porte, il avait épousé cette femme-là, il était épargné par toutes ces morts-là. Alors, la sémence-là ne pouvait plus se faire injecter par une personne extérieure. Voilà pourquoi la sémence mangeait ce qui était dans son intérieur pour le sacrifice de ces papas-là. Elle a expliqué à son mari. Il me dit, je ne sais pas, ça fait très longtemps. Et puis ils sont partis chez les pasteurs. Ils ont expliqué cette scène-là. Le pasteur a dit, nous allons prier. Ils ont prié. Il me dit, maman, mais ce jour-là, les pasteurs n'avaient pas fait une longue prière. Il avait dit seulement que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant qu'on connaît la vérité, qu'Arline soit affranchie, qu'elle et son bébé soient libérés du joug du monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les rendez-vous qu'on avait donnés pour l'opération, quand ils sont partis, plus de fibromes, le bébé allait bien, la grossesse évoluait bien. Elle a appris que le papa là, qui était en train de prendre soin d'elle, il était malade. Et il insistait toujours qu'Arline soit là et qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps et qu'il allait mourir. Comme elle connaissait déjà qu'est-ce qui s'est passé. La maman aussi insistait, elle ne connaissait aussi rien. Arline et son mari sont rentrés dans le Congo central pour aller voir l'ami de son père là.
Et l'ami de son père a insisté que sa mère puisse sortir, qu'elle reste avec lui, son mari et elle, et qu'elle avait des choses à dire. Et le papa là a commencé à parler, non? Le papa là a commencé à parler. Il a commencé à demander pardon à Aline. Ce n'était pas... On appelle ça un kodia. Un kodia, chez les Bakongo, c'est comme la richesse qu'on donne dans la sorcellerie de la famille. Le papa là, dans sa famille, il avait ce qu'on appelle un kodia. Un kodia, c'est la richesse qu'on donne coutumièrement. C'est-à-dire que dans toute ta famille, c'est toi qui seras riche et c'est toi qui prendras soin des autres. Alors, son kodia à lui réclamait les sangs. Quand il était venu chez Arline, chez la maman de Arline, pour devenir le père, prendre soin, il avait des bonnes intentions. Ce n'était pas qu'il avait des mauvais. Il avait son kodia à lui depuis, parce que le kodia, sa puissance ne se termine que si tu meurs et puis la famille va décider à qui est-ce qu'on va donner ces kodia-là. Mais contrairement au kodia, les pouvoirs là ancestrales qu'on donne, pour sa famille, ça réclamait les sangs. Et c'est fait que dans sa lignée à lui, pas sa femme, lui, il avait sacrifié tous ses enfants mâles. Il n'avait que de femelles. Et il ne pouvait plus puiser dans sa lignée à lui. Il ne pouvait pas aussi puiser dans la famille. Et le seul moyen, qu'il avait pour prendre un peu de sang, c'était par des personnes extérieures. Maintenant, pour le faire, il devait avoir une certaine autorité sur une personne, sur la personne, comment dire, il devait avoir un peu une autorité, avoir une certaine connexion sur la personne qui devait commencer à voler les sangs. Voilà pourquoi il avait l'habitude d'aider. Et il ne pouvait pas sacrifier Arline parce qu'il se disait que si Arline mourait, tout le monde sait que c'est moi qui prends en charge. Ce n'était pas lui qui avait tué son père, non. Mais il avait dit que si je tuais Arline, tout le monde va me soupçonner rapidement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une connexion entre lui et Arline. Et à travers cette connexion-là, il a mis cette sémence-là dans le corps d'Arline et Arline va se servir des ponts pour se prendre un peu du sang pour que l'encodia puisse être ravitaillé par le sang. C'est ce qui s'était passé dans le monde mystique. Et le papa là a demandé pardon. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Vous avez déjà détruit ça et je ne sais pas à qui je vais remettre. Il faut que la famille lui-même se décide. Moi, je ne peux plus. J'ai pensé que tu n'allais pas te marier. Bon, même si tu t'étais marié, si tu avais continué, en tout cas, à avorter, moi, j'allais commencer à prendre le sang. Et aussi, finalement, on allait prendre ton mari. Tu allais rester comme ça et tu allais commencer à perdre tous les hommes qui allaient, et tu allais te fatiguer. Et finalement, ça serait peut-être toi, on allait chercher une autre personne. Mais toi, le pasteur, a tout détruit sur toi. Donc, vous avez détruit ces pouvoirs-là. Il n'y a plus moyen que je puisse les transférer. Et elle et son mari étaient en train de se regarder. Innocente qu'elle était. Qu'est-ce que le monde est injuste. Et quand le papa là a fini de parler, Arline et son mari ont prié pour le papa là. Arline a dit, je te pardonne. Et ils sont rentrés. En rentrant, ils n'avaient même pas passé la nuit. Ils ont appris que l'ami de son père là était décédé. Il me dit que cette histoire, ma mère ne connaît pas ça. On connaît ça seulement moi, mon mari. Et quand nous sommes rentrés à Kinshasa après le deuil, on avait expliqué ça au pasteur. Actuellement là, je suis mère de 4 enfants et je suis médecin. Mon mari également est devenu professeur d'université. Nous vivons bien. Quand je suis vos histoires, quand il avait suivi l'histoire de la maison sacrifiée là, c'est ce qu'elle avait compris. Comment est-ce que le monde des ténèbres opère? Il me dit, Maman Beuse, dis à tes abonnés de faire attention.
Ce n'est pas des grandes choses seulement qui peuvent détruire la vie de quelqu'un. Il y a des personnes qui ont l'habitude de donner des petits cadeaux. Vous allez voir un blanc ou quelqu'un dans la route comme ça, donne à ton enfant un petit bonbon. Tiens, c'est pour toi. C'est une sémence qu'il est en train de s'aimer dans ta vie. Toi, tu ne sais pas, tu vas manger. Ce n'est qu'un bonbon. C'est juste qu'un bonbon. Pas un paquet, un seul. Me dit, maman Beuse, ayez l'habitude de déclarer sur tous les cadeaux que vous recevez de quelqu'un que vous connaissez pas. Moi, peut-être j'ai été épargnée, mais combien de personnes n'ont pas eu d'enfants à cause de ce que le monsieur là a fait sur moi? Voilà l'histoire d'Aline. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman Beuse. Alors si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends le temps de me raconter avec beaucoup de détails. Je dis, le détail que je raconte dans mes vidéos permet à ce que toi tu te retrouves dans tous les détails qui s'est passé dans ton passé, de te retrouver, ou des erreurs que nous faisons de fois. C'est très bien. Les détails ne servent pas. Les détails servent de beaucoup de choses. Beaucoup de personnes m'ont raconté leurs histoires à cause des détails que je donne ici. Alors, sentez-vous à l'aise. Quand vous venez me contacter, sentez-vous à l'aise de me raconter vos histoires avec beaucoup de détails pour aider les autres à se retrouver dans leurs histoires. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Si tu as 1000 abonnés, 4000 heures, tu ne sais pas comment monétiser ta chaîne YouTube, sens-toi à l'aise de me contacter. Tu veux aussi un coaching de Maman Beuse, ne te dérange pas. Tu veux aussi travailler avec moi dans le contrat de promotion et publicité, sens-toi également à l'aise de me contacter. Nous allons travailler. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!